Bonsoir à tous, merci de vous joindre à nous. Elle est célébrée chaque année comme un document fondateur. La Déclaration universelle des droits de l'homme a été promulguée par les Nations Unies un 10 décembre d'il y a 75 ans. L'ironie veut aujourd'hui qu'elle soit aussi vieille que la cause palestinienne, par exemple, et qu'elle intervienne dans un contexte plurigénocidaire à Gaza, au Soudan et en République démocratique du Congo, dans au mieux une indifférence générale des décideurs et au pire avec leur complicité directe, comme on en a eu la démonstration en Conseil de sécurité de l'ONU avec le veto américain validant la poursuite des massacres à Gaza. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. C'est le premier article de cette déclaration universelle. Oui, mais pas non plus au Sahara occidental, dont le peuple se bat lui aussi contre la colonisation marocaine depuis près de 50 ans. L'adjoint de Blinken était à Alger il y a quelques jours pour promouvoir, selon le communiqué du département d'État US, la relance du processus politique des Nations Unies et parvenir sans plus attendre à une solution durable et digne. Pour en parler, nous avons avec nous d'abord sur le plateau Dr Saïd Ayachi, président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Et puis par Skype, depuis Genève, M. Oubi Boucharaya Bachir, représentant du Front Polisario en Suisse et auprès de l'ONU et des organisations internationales. Bonsoir à vous également. Je commencerai avec vous, M. Boucharaya Bachir. Vous avez vous-même et à maintes reprises dénoncé l'incapacité des Nations Unies à mener jusqu'au bout le processus politique sur le conflit du Sahara occidental. À quel point le contexte actuel en Palestine, notamment à Gaza en particulier, avec le secrétaire général des Nations Unies qui invoque l'article 99 de la Charte de l'ONU pour attirer l'attention sur le génocide en cours comme représentant une menace globale pour la paix, à quel point cela impacte et va impacter la perception des Sahraouis donc du droit international et du Front Polisario aussi. Merci pour m'avoir invité à votre émission. Et ce qui se passe en Palestine, les parallèles qui existent entre la cause palestinienne et sahraoui sont évidents. Et je crois que ce qui se passe aujourd'hui, à la fois, met la cause palestinienne de nouveau sur le radar de la communauté internationale parce que depuis quelques années, il y a eu des efforts pour enterrer la cause palestinienne qui a débouché sur les fameux les accords d'Abraham. Et je crois qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, la cause palestinienne est remise sur les radars de la communauté internationale. En même temps aussi, c'est la cause sahraoui qui profite de ce contexte actuel, puisque le droit au peuple à disposer d'eux-mêmes, les violations de droits de l'homme, l'occupation militaire, l'exploitation illégale des richesses naturelles, le mur de séparation, qui sont les parallèles qui existent entre les deux causes palestiniennes et sahraouis, sont aujourd'hui devant tout le monde et bien sûr les contradictions du système international est dévoilées au plein jour. Ce que le secrétaire général de l'ONU, quand il avait procédé à invoquer cet article, je crois que c'est un acte de courage de sa part, sachant les limitations de son pouvoir au sein de l'ONU, mais on aurait aimé exactement qu'il fasse la même chose concernant le Sahara occidental, là où le Maroc jouit depuis des décennies d'une impunité totale. Et continue à commettre les mêmes crimes, les mêmes violations de droits de l'homme au Sahara occidental. Donc, tout passe d'abord pour les Palestiniens et pour les Sahraouis par l'exercice du droit inaliénable à l'autodétermination. Israël s'oppose à ça et continue dans sa politique de colonisation massive avec un objectif de chasser les Palestiniens de chez eux. Le Maroc continue exactement avec la même feuille de route, une colonisation accélérée au Sahara occidental, l'implication de sociétés internationales pour faire des investissements colossaux au Sahara occidental,
pour faire installer des colons marocains dans les territoires du Sahara occidental. Donc, c'est les mêmes politiques. Mais Monsieur Bouchelaya-Béchir, est-ce que ma question était par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, le contexte génocidaire de nettoyage ethnique à Gaza, est-ce qu'il ne fait pas craindre aussi le pire, si ce n'est une indifférence encore totale? On verra tout de même qu'il y a la volonté de relancer un peu le dossier par le département US américain. Est-ce que ça ne fait pas craindre le pire, cette annihilation du droit international? Et je poserai la même question à Dr Saïd Ayachi. Tout à fait, la cause est très claire. Ce qui se passe en Palestine, à Gaza aujourd'hui, c'est le résultat immédiat, direct de cette incapacité de la communauté internationale d'honorer ses engagements vers le peuple palestinien. Le Front Polisario reste attaché au droit international malgré cet échec aujourd'hui de la communauté internationale. On reste attaché au droit international, à contribuer aux efforts de l'ONU pour régler le conflit du Sahara occidental, mais en conformité avec les résolutions des Nations Unies et surtout avec le seul accord signé entre les deux parties en 1981 et par lequel les missions de l'ONU a été déployée sur place au territoire du Sahara occidental avec une mission claire, précise, qui est l'organisation du référendum de l'autodétermination. Oui. Aujourd'hui, après 3 ans de la rupture du cessez-le-feu, bien sûr, il y a cette crainte d'un éventuel dérapage qui aura un impact négatif, pas seulement, qui ne se limitera seulement au territoire du Sahara occidental, puisqu'il y a un grand potentiel pour qu'il affecte la stabilité de la régionale. Et voilà la crainte aujourd'hui, et voilà la possibilité d'avoir quelque chose de similaire à ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Alors, docteur Saïd Ayachi, je vous reposer un peu la question un peu différemment. Aujourd'hui, l'échec de la communauté internationale et des Nations Unies à intervenir dans les conflits dits brûlants, explosifs, comme on est en train de le voir à Gaza, est-ce qu'il n'augure pas de mauvais jours pour les conflits dits de basse intensité, comme celui du Sahara occidental? Et c'est pour cela qu'on fait le parallèle aujourd'hui. Je ne voudrais pas être aussi définitif que vous pour dire que... C'est une question, il n'y a pas de sens définitif à ma question. Bien sûr, je le comprends comme ça. Oui. Non, je voulais dire que quand même, rappelons-nous quand même, vous avez parlé du 75e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme. Il est clair que cela a été un instrument heureux en son temps qui a servi les puissants de ce monde, mais qui a tout de même protégé certaines autres populations dans le monde. Il est clair qu'aujourd'hui que les choses ont évolué, que cette déclaration des droits de l'homme est quasiment inaudible pour beaucoup et ne connaît aucune application pour les autres. Et par conséquent, on a comme l'impression qu'elle est quelque part un peu dépassée. Oui. C'est la même chose pour le droit international. Le droit international a été installé pour gérer les relations entre les États à travers la planète, de prendre les mesures adéquates pour préserver la paix et la sécurité dans le monde, pour ainsi dire, favoriser la prospérité pour tous les peuples à travers le monde. Cela n'est plus le cas. On sent qu'aujourd'hui, le droit international gêne les stratégies des puissants. À peine, hein. À peine, docteur Ayachi. Ils ne font même pas semblant de le respecter dans certains contextes. Et que sous une forme ou sous une autre, ça a déjà commencé, souvenons-nous, avec l'invasion de l'Irak en 2003, sans mandat de l'ONU, alors que tout devrait être en principe sous les auspices de l'ONU. On a vu comment le secrétaire général de l'ONU s'époumonne depuis plusieurs jours, pour ne pas dire 2 semaines, pour obtenir un cessez-le-feu à Gaza. Oui. Il n'est pas entendu. C'est même le résultat inverse qui se produit au Conseil de sécurité par la première puissance du monde, qui ainsi, de façon très claire, donne un permis d'exterminer à l'État de l'entité sioniste. Oui. Et par conséquent, aujourd'hui, on sent que les intérêts des puissants et la politique
dans son sens le plus large, s'est saisi du droit international, il a pris en otage, et le droit international sera probablement sorti du tiroir lorsqu'il les arrangera, comme en Ukraine, par exemple, où on a entendu parler précisément des droits de l'homme. De protection des civils. Protection des civils. Qui n'est pas du tout... n'en est pas question pour les Palestiniens. Etc., agression et tutti quanti. Alors, justement, si cette Déclaration universelle des droits de l'homme, elle est caduque aujourd'hui, si l'ONU... On ne dira jamais, Madame Samia, qu'elle est caduque. Oui. On va dire entre guillemets caduque, puisqu'elle ne peut pas, elle s'étiole. Elle ne peut, oui, elle s'étiole fortement, en tout cas par la force des choses, par la force des images que nous sommes en train de voir. Et aujourd'hui, comment expliquer la volonté de Washington de relancer le processus politique sur le Sahara occidental avec la deuxième tournée régionale de Joshua Harris, l'adjoint de Blinken? Pourquoi maintenant? Alors que la diplomatie américaine sur ce conflit particulièrement s'est fortement discréditée avec la reconnaissance par l'ex-président Trump de la prétendue marocanité sur le Sahara occidental, et certaines indiscrétions indiquent que c'est l'administration Biden qui veut relancer certains dossiers pour faire oublier un petit peu ce qui se passe au Moyen-Orient. Je vous poserai la question à vous deux, messieurs. Donc, d'abord, on continue avec vous, Dr. Ayachi. Alors, effectivement, si l'on voit les choses comme ça, il y a, j'allais dire, presque une bonne volonté du département d'État à vouloir relancer le processus politique. Et souvenons-nous qu'à l'arrivée de l'administration Biden, elle a contourné le fameux décret scélérat de Trump qui reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, et elle a relancé la nomination de Stéphane de Mistura. Elle a aidé Stéphane de Mistura à aller dans les... Donc il y a j'allais dire, tous ces ingrédients qui peuvent penser que les États-Unis d'Amérique sont pour le règlement politique à travers les Nations Unies sahraoui dans le cadre du droit international. Ça, c'est ce qu'on voit. Ce qu'on ne sait pas, c'est ce qui se passe en dessous. Oui, on ne sait pas quelles sont les discussions de M. Joshua. On ne sait pas ce qu'il propose. Ce qu'on sait de façon générale, c'est que l'administration américaine, sous tous les présidents, en tout cas depuis Ford, et d'abord était bien sûr aligné sur des thèses marocaines, plus ou moins, tout en sauvegardant bien sûr la légalité internationale, en se disant que vous voyez que chaque année le Conseil de sécurité émet une résolution qui parle d'autodétermination. Mais en fait, il y a des pressions, j'allais dire amicales, pour ne pas dire autres, qui voudraient qu'on aille vers les thèses marocaines. Pourquoi ? Parce que pour eux, cela n'est plus un secret. La monarchie marocaine est un vieil allié de l'Occident. Et d'une part. Et d'autre part, on n'est pas sûr de ce qui adviendra d'un Sahara occidental indépendant, malgré toutes les garanties qu'ont données les Sahraouis aux uns et aux autres. Et de l'autre côté, on dit que cela a été établi. La monarchie marocaine n'a pas connu de stabilité, 45 ans de stabilité, depuis que Hassan II puis son fils ont réalisé l'union sacrée autour du dossier du Sahara occidental qu'ils ont vendu sur le plan intérieur et sur le plan extérieur. Mais sur le plan intérieur, tous les partis politiques s'alignent sur ce truc-là. Et donc, ce que disent maintenant les Américains et les Européens aussi, d'ailleurs, ils disent « OK, le droit international est pour l'autodétermination au Sahara occidental. Autodétermination, référendum, les Sahraouis demanderont l'indépendance. Si le Maroc est dessaisi du Sahara occidental, c'est la monarchie marocaine qui disparaît. Et nous ne voulons pas de la disparition de la monarchie marocaine. Et donc, il y a ce truc-là dans la balance. Ça, pour ce qui est du Sahara occidental. Nous n'avons pas parlé, bien sûr, du cas du peuple palestinien, où il y a une similitude extraordinaire entre les deux dossiers. C'est presque calqué. Parce qu'il n'y a pas de respect du droit international. On va poser la question à M. Bouchalaya Bachir. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, selon vous, une vraie volonté des Américains à relancer ce dossier du Sahara occidental, ou c'est un show politique avec en filigrane ce qui se passe au Moyen-Orient, ce veto scandaleux des Américains sur les massacres à Gaza, et puis il y a les élections présidentielles,
ne faut pas l'oublier, qui sont dans la ligne de mire du président américain actuel Joe Biden, qui serait mal parti dans cette course électorale. À mon avis, et d'après le wording et les formulations qui ont été utilisées par l'envoyé américain Harris Joshua lors de ses déplacements dans la région, oui. Avec les formules une solution digne de compromis politique et tout ça, et même une position affichée de soutien au plan marocain d'autonomie, ça nous apparaît comme une invitation pour retourner au status quo qui existait avant la rupture du cessez-le-feu, plus qu'une volonté réelle de relancer le processus politique au Sahara occidental. Pour quelle raison, Bouchraya Béchir? Oui, parce que pour qu'il y ait une relance du processus politique au Sahara occidental, il faut d'abord identifier les causes de l'incapacité de l'ONU de résoudre ce conflit alors qu'il est d'une nature évidente et claire, et la feuille de route a été adoptée à maintes reprises par le Conseil de sécurité. Et il faut aussi savoir pourquoi on se trouve dans cette situation actuelle de rupture du cessez-le-feu, les affrontements militaires entre le Maroc et le Front Polisario. Sans qu'il y ait un exercice profond des racines et des causes, d'abord de l'échec de l'ONU pour organiser le référendum et la rupture du cessez-le-feu, qui est bien sûr la position intransigeante, arrogante du Maroc. Je crois que faire un appel maintenant à une relance du processus politique, ça c'est seulement une invitation à qu'on retourne exactement à la situation précédente, qui était une volonté de continuer à gérer ce conflit de basse intensité, oui. Et au lieu d'adopter une approche claire pour le résoudre en conformité avec le droit international. D'autant plus qu'aujourd'hui, oui. Pas seulement dans l'Ukraine, mais ailleurs aussi, le double mesure, le deux poids double mesure sont dévoilés pour tout le monde. La recette. Monsieur Bouchraya Béchir, selon vous, et comme le disait Dr Ayachi, il y a un flou sur la position américaine aujourd'hui sur ce dossier du Sahara occidental. Donc, est-ce qu'on revient aussi à l'avant-décret Trump avec la relance donc du processus politique? Et puis, selon certaines indiscrétions, l'émissaire américain aurait de nouveau proposé à Alger la formule des rounds de négociations auxquels l'Algérie a de manière récurrente dit non, a rejeté donc ce principe. Est-ce qu'on ne tourne pas en rond finalement, et c'est, comme je le disais, une façon de relancer sans réellement aller vers quelque chose une percée politique pour ce conflit? En quelque sorte, c'est exactement ça. Mais en même temps, il faut que je précise qu'en tant que Front Polisario, on salue la position de l'administration actuelle par rapport à la position de Trump, là où l'administration actuelle avait vidé la déclaration de Trump de son contenu par des gestes depuis l'installation de Biden au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Mais ça reste dans les gestes symboliques. Mais les gestes symboliques, vu la situation de confrontation militaire actuelle au Sahara occidental et le potentiel d'un dérapage, il ne sert pas à grand-chose. Il faut aller dans des propositions concrètes qui rompent définitivement avec l'approche, la logique de vouloir maintenir ce conflit de basse intensité. Quel genre de proposition, M. Bouchraya Béchir? Je crois que il y a le principe, il y a la procédure. Je crois que le principe, il faut convaincre le Maroc qu'il n'y a pas moyen de régler ces conflits à part l'organisation du référendum d'autodétermination
qui est exactement l'application du droit à l'autodétermination. Comment concrètement? Je vais insister sur cette question. Comment? Ça fait 45 ans qu'on essaye de convaincre le Maroc de ça. Mais qu'est-ce qui va pousser aujourd'hui le Makhzen à accepter de négocier, à accepter de revenir aux négociations et accepter ce référendum? Oui, je disais, ça c'est le principe. Maintenant, les modalités de procédure sur le référendum, voilà donc pourquoi les négociations sont nécessaires. Hein. On peut bien sûr, les deux parties au conflit, ils peuvent renégocier tout, mais il faut qu'il y ait un accord sur les principes. Mais on ne peut pas refuser le principe, après on affiche une position de vouloir coopérer avec l'ONU. Ce qui est en jeu au Sahara occidental, c'est le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Le Maroc, avec sa proposition, qui apparemment jouit d'un soutien américain en ce qui concerne l'autonomie, rentre en contradiction frontale avec le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. C'est la contradiction américaine aussi, avant cela, parce qu'on ne peut pas revenir vers les Nations Unies pour soutenir le processus politique et en même temps s'aligner sur les thèses marocaines, du moins celle de cette large autonomie pour le peuple sahraoui. On va un petit peu avancer et revenir plutôt sur cette déclaration universelle des droits de l'homme. Elle est un peu notre thème principal aujourd'hui, qui est complètement bafoué aussi dans les geôles marocaines avec des traitements inhumains, notamment sur les prisonniers de Gdeim-Izik arbitrairement emprisonnés dans les geôles marocaines. Je vous propose d'écouter à ce propos le témoignage de Madame Claude Mangin Asfari, militante et épouse du détenu sahraoui très connu Naama Asfari. Je voulais témoigner suite à la condamnation du Maroc par le comité contre la détention arbitraire qui a décrété que tous ces prisonniers, les 19 restants du groupe de Gdeim-Izik en prison au Maroc, qu'ils sont bien en détention arbitraire et qu'ils doivent être libérés immédiatement. Il est vrai que nous avons des témoignages terribles de la part des familles qui nous disent combien tous ces prisonniers sont dans un état lamentable et combien ils sont détruits psychiquement. La semaine dernière, nous avons organisé une conférence de presse avec les juristes et les avocats et les familles et les organisations internationales qui ont travaillé pour que cet avis soit envoyé au comité contre la détention arbitraire pour qu'ils puissent statuer comme ils l'ont fait. Donc la maman de Mohamed Lamine Haddi, Mounina par exemple, a expliqué combien son fils, qui est à l'isolement depuis 5 ans maintenant, est dans un état indescriptible. Elle ne l'a pas vu depuis 5 ans, elle ne l'a que au téléphone et elle était très triste de cette situation. Tous les prisonniers ont du mal à continuer à supporter cette situation, d'autant plus qu'ils n'ont aucune visite de leur famille, étant donné que tous les membres des familles en prison n'ont pas le droit de travailler, donc n'ont aucun revenu. Et comment peuvent-ils payer les voyages à plus de 2000 km aller et les séjours, étant donné qu'ils n'ont droit qu'à 15 minutes par semaine de visite quand ils y sont. Donc il faudrait rester plusieurs semaines pour que ça vaille le coup. Donc il est vraiment temps que les prisonniers soient libérés comme le demande le comité contre les détentions arbitraires. Et je fais appel à tous les gouvernements dont c'est la responsabilité d'être le garant de l'application des avis donnés par les comités et les groupes de travail de l'ONU, du Haut Conseil des droits de l'homme, et qu'ils fassent en sorte que le Maroc libère enfin ces prisonniers qui sont en détention arbitraire depuis plus de 13 ans maintenant. Je vous remercie. Dr Ayachi, comme vient de le rappeler Madame Asfari, ce groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire demande au Maroc de libérer ces manifestants sahraouis et tous les prisonniers sahraouis et politiques aussi. Il faut rappeler qu'il y a des prisonniers politiques marocains
détenus arbitrairement. Alors pareil, on se pose aussi la question sur la pertinence du travail de ce comité et de ses appels à la libération des prisonniers. C'est un comité onusien. Est-ce que, puisque nous faisons ce soir beaucoup le parallèle avec la question palestinienne, est-ce qu'il pourrait y avoir des pressions américaines? Les Américains qui, on disait, veulent relancer les négociations, est-ce qu'ils pourraient faire pression sur le Maroc pour commencer à céder sur cette question des prisonniers? Pourquoi pas? Ça peut commencer par là. On souhaiterait bien que les États-Unis d'Amérique, qui sont en fait la clé, de la résolution des conflits aussi bien sahraouis que palestiniens, puissent agir dans ce sens. Sauf que la réalité, le terrain n'inspire pas une telle attitude. Pourquoi? Parce que rien dans les dispositions que contient la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens n'est respecté. On parlera de la Palestine, si vous voulez, dans un moment, mais en parlant du Sahara occidental, mais aucun des articles de la Déclaration des droits de l'homme n'est respecté par le régime marocain. Et cela n'est pas seulement un discours, mais cela a fait l'objet de multiples rapports d'enquête d'ONG internationales qui sont au-dessus de tout soupçon, qui ont vocation de défendre les droits de l'homme. Il y a un État membre permanent du Conseil de sécurité, en l'occurrence la France, qui a refusé d'élargir le mandat de la MINURSO à la défense et au respect des droits de l'homme. Il y a des visites qui sont interdites, comme vient de le rappeler Mme Naama Asfari, des visites aux prisonniers sahraouis, dont la situation physique est dégradée, qui sont privés de soins. Et il y a donc uniquement depuis ces derniers temps, et c'est une fleur qui a été faite par les États-Unis d'Amérique en faisant pression sur le régime marocain pour autoriser Stéphane de Mistura à se rendre dans les territoires occupés et à rencontrer des associations sahraouies de défense des droits de l'homme qui ont remis des rapports détaillés sur la question. Mais le problème, c'est l'impunité. Le Maroc est dénoncé par plus de 50 rapports qui sont tous dans le sens qu'il y a violation caractérisée, massive, répétée, de toutes sortes des droits de l'homme au Sahara occidental, mais l'impunité est accordée, est assurée et garantie au régime marocain. Et le Conseil des droits de l'homme à Genève, d'abord avec Madame la Chilienne qui est passée, et aujourd'hui on essaie de faire des missions d'enquête dans les territoires occupés. On le promet, on n'a rien vu encore. L'Union africaine, qui elle-même a voulu faire de la sorte, bien sûr, a été empêchée de se rendre dans les territoires occupés. Mais qui protège le Maroc? Qui lui assure cette impunité? Qui lui a garanti cette arrogance dont il montre envers le peuple sahraoui? Le même qui assure l'impunité à Israël. Évidemment, pour l'antisionisme vis-à-vis des Palestiniens. Donc là, il y a un droit qu'on édicte, qu'on codifie, mais qu'on ne respecte pas, ou qu'on ne respecte que quand il s'agit de ceux qu'on aime et qu'on veut protéger comme des frères. C'est le cas pour tout ce double standard international. Devient tout à fait insupportable, révoltant, et peut-être qu'il faudra bouger les lignes à travers la rue dans les pays du monde. Est-ce que, Bouchra Bachir, est-ce que ce dossier des prisonniers de Gdeim peut peser, notamment pour barrer la route à Rabat, à la présidente du Conseil des droits de l'homme de l'ONU? Il y a une campagne très active de 37 ONG sahraouis pour le faire. Et il y a ce bilan dont on parle, ce bilan accablant en matière des droits de l'homme au Maroc, des dérives rapportées parfois et documentées d'ailleurs, pour l'empêcher donc de prendre la présidence du Conseil des droits de l'homme à l'ONU. Est-ce que vous pensez que c'est possible, ou est-ce que c'est déjà acté finalement? Oui, je crois que le mot impunité est exactement le mot clé pour comprendre ces parallèles qui existent entre la cause palestinienne, cause sahraoui, mais aussi le comportement d'Israël et du Maroc d'un côté. Je crois que c'est la base de ce sentiment d'impunité et d'une protection inconditionnelle de la part des grandes puissances que le Maroc aujourd'hui ait le courage de se présenter pour la présidence du Conseil de l'ONU des droits de l'homme au nom de l'Afrique, alors que c'est le pays qui occupe militairement un territoire africain, c'est le pays qui est l'objet de différents rapports
de condamnation de la part même des organes de l'ONU, et il est le seul pays africain qui n'a pas ratifié jusqu'à aujourd'hui la Charte africaine des droits de l'homme. Oui. Donc, ce sentiment d'impunité, il le permet même d'aller défier tout ça. Alors aujourd'hui, peut-être déjà acté, la prise de la présidence du Conseil des droits de l'homme, ce serait déjà acté, cette audace du Maroc peut s'expliquer comme ça? Oui, exactement. Le Maroc a présenté sa candidature en face d'une autre candidature. Non, du tout. En face d'une autre candidature qui est beaucoup plus crédible, beaucoup plus sérieuse, qui est celle de l'Afrique du Sud. Et il y aura le vote, je crois, le 10 janvier au Conseil de droits de l'homme à Genève. C'est le Maroc qui n'a pas voulu que l'Afrique décide de son représentant, et il a voulu transporter ça au Conseil des droits de l'homme. Mais je crois que cette campagne que la société civile sahraoui décide de lancer et qui va aller se développer au fur et à mesure jusqu'à le jour J, qui est le 10 janvier, va contribuer à informer les différents pays membres du Conseil des droits de l'homme sur les violations les violations commises par le Maroc au Sahara occidental, et ça fait la continuité des décisions très importantes qui ont été adoptées dernièrement au niveau de Genève. Vous venez de citer la décision du groupe de travail sur la détention arbitraire, mais il faut aussi rappeler les 5 décisions du comité de l'ONU contre la torture qui ont condamné le Maroc à cause de son exercice de la torture d'une façon systématique. C'est le détenu de musique. Il y a le groupe de travail aussi, c'est la détention arbitraire, qui avait publié une décision condamnant le Maroc sur l'arrestation, sur l'assignation à domicile de Madame Sultana, l'activiste sahraoui Sultana Khayat. Et la semaine dernière, c'est le comité de l'ONU sur l'élimination de la discrimination raciale qui publie aussi une autre décision qui regrette encore le fait que le peuple sahraoui n'ait pas encore son opportunité de s'autodéterminer, et annonce une préoccupation profonde par les violations de droits de l'homme au Sahara occidental, et exige au Maroc de régler cette anomalie qui dérive immédiatement et directement. Il est dit ça directement dans leur document du déni de droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Rapidement, vraiment très rapidement, puisque le temps qui nous est imparti est bientôt terminé, sur cette question particulièrement, la déclaration vers un partenariat novateur, renouvelé et enraciné entre le Royaume du Maroc et les Émirats arabes unis a été signée, comme vous le savez, lundi dernier lors d'une cérémonie à Abu Dhabi. Les Émirats arabes unis prévoient d'apporter un soutien financier et technique au développement des infrastructures dans le Sahara occidental occupé, ce qui est évidemment perçu comme un appui aux visées expansionnistes du Marzen, alors que Berlin vient d'exclure tout financement du projet du géant des énergies alternatives Siemens au Sahara occidental occupé. C'est un parallèle un peu ironique, j'ai envie de dire. Votre réaction là-dessus pour terminer. Mais la décision de Berlin, elle est très intéressante à enregistrer, mais que pèse-t-elle à côté de l'alignement par solidarité monarchique des États du Golfe avec le Maroc, qu'ils financent depuis plusieurs décennies déjà dans cette guerre. Oui. C'est avec l'argent des monarchies du Golfe que le Maroc achète ses armes et continue de faire la guerre aux Sahraouis. Et c'est avec l'argent des monarchies du Golfe que le Maroc développe ses lobbies à travers le monde. Mais il ne s'en cache plus aujourd'hui. Un pays comme les Émirats ne s'en cache plus aujourd'hui. Signe un partenariat de grande envergure. Ce sont des alliances plus que conjoncturelles d'ailleurs. Elles sont bien établies, bien ancrées. D'abord basées sur une solidarité, je disais, de régime monarchique, mais aussi de convergence d'intérêts stratégiques, bien entendu. Donc ça ne change pas réellement la donne sur le terrain. Ça ne change rien. Vous parliez du Maroc qui peut-être pourrait prendre la présidence du Conseil des droits de l'homme. Oui. Mais vous savez que dernièrement, il a présidé à Rabat la conférence d'Interpol sur la drogue.
un narco-État comme est le Royaume du Maroc c'est comique. Préside. C'est presque comique. Oui, ça c'est de vous dire qu'aujourd'hui il faut être très prudent dans les analyses qu'on peut faire parce qu'on a tel ou tel indice, mais en réalité il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas, mais qui elles en fait charpentent les décisions. Oui. Bouchalaya Bachir, vraiment un dernier mot sur cette question particulièrement. Je crois que cette déclaration conjointe entre les Émirats arabes et le Maroc, il faut la comprendre, la situer dans le contexte de ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, mais surtout les accords d'Abraham qui sont l'élément commun entre les deux monarchies. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Obi Bouchalaya Bachir. Je rappelle que vous êtes représentant du Front Polisario en Suisse et auprès de l'ONU et des organisations internationales à Genève. Merci d'avoir été avec nous. Dr Saïd Ayachi, merci également. Vous êtes président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Merci à vous de nous avoir suivis comme d'habitude. Je vous souhaite une belle soirée avec la suite de nos programmes. Au revoir.